Donc le Steenweg a été affiché, c'est ça qu'on attendait d'avoir comme décor pour aujourd'hui. Vous allez découvrir ce dont il s'agit durant cette séance, donc cette nouvelle séance des midis de l'IRIB. L'IRIB, c'est l'acronyme, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles, qui rassemble des chercheurs en économie, en droit, en sociologie, en sciences politiques, en histoire ou en architecture, j'espère ne pas en avoir oublié, qui sont principalement actifs ici à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Ces midis sont organisés très régulièrement. On va avoir un programme assez chargé ce printemps-ci. Et c'est l'occasion de vous présenter des travaux récents de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent à des problématiques urbaines bruxelloises à travers des perspectives disciplinaires variées. Et les intervenants d'aujourd'hui représentent très parfaitement cette philosophie, puisqu'ils travaillent chacun dans des disciplines distinctes. La séance d'aujourd'hui, qui plus est organisée en collaboration avec la revue Brussels Studies, que je représente aujourd'hui, car les trois auteurs ont publié lundi dernier, donc il y a 3 jours, un article portant sur le Steenweg et les possibilités qu'il recèle en matière d'aménagement urbain, ce dont il va être question aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons procéder de la sorte. Les 3 intervenants d'aujourd'hui nous présenteront leurs recherches en 3 quarts d'heure environ. Et puis, avant d'entamer la discussion avec la salle, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Lenel, qui est ici à ma gauche, pour donner des premières pistes de discussion, de réflexion par rapport à ce qui a été présenté, avant donc de vous laisser la parole. Je vais les laisser en réalité se présenter. Donc, nous avons Gabriel Fenton, Jean-Philippe de Vicher et Michel Hubert qui vous diront dans un instant qui ils sont et comment en fait ils ont été amenés à travailler sur ce projet du Steenweg. Un seul mot peut-être pour dire que cette recherche a été menée dans le cadre de Louvain for Cities, donc qui émane de l'université de l'UC Louvain. Et la recherche a été fortement soutenue par a reçu le soutien de Perspective Bruxelles et de Frédéric Reynaud en particulier, qui est dans la salle, et donc que nous remercions pour sa présence. Je m'arrête là, je vous cède la parole pour 3 quarts d'heure environ. Je pense que Margot va gérer le temps, et donc elle vous sera signe lorsqu'il est temps de conclure pour écouter Emmanuel. Bonne séance à toutes et à tous. Donc moi c'est Gabrielle Fenton, je suis anthropologue, je suis maintenant doctorante à Louvain-la-Neuve, mais dans le cadre de cette recherche, j'étais chercheuse et voilà, donc voilà, j'ai travaillé avec Jean-Philippe et Michel sur cette recherche. Donc moi c'est Jean-Philippe de Vicher, professeur à la faculté d'architecture de l'UCL à Saint-Gilles. Et je voulais avoir un petit mot pour Pauline Cap qui est là aussi, qui a beaucoup contribué au travail qu'elle a aussi, puisqu'elle en a fait son sujet de TFE, donc notamment la production des dessins qui sont là, et puis quelques images que vous verrez dans l'exposé qui viennent de son travail. Donc voilà, merci à elle. Donc Michel Hubert, professeur émérite invité ici à l'Université Saint-Louis et à l'ULB. Et donc moi j'ai accompagné ce travail dans la foulée du travail qui a été réalisé par le BSI, le Brussels Studies Institute, qui est cette plateforme interuniversitaire pour la recherche sur Bruxelles, qui pendant plus de 4 ans a travaillé dans le cadre de ce que nous avons appelé l'Observatoire du centre-ville de Bruxelles. Donc, qui a mené une réflexion sur c'est quoi un centre-ville et c'est quoi un centre-ville métropolitain à l'échelle de la métropole bruxelloise qui a beaucoup évolué, comme vous le savez, ces dernières décennies. Et dans ce cadre-là, c'est une idée d'ailleurs qui a été reprise par le PRDD. L'idée a émergé de se dire il faut repenser les limites de ce centre-ville, de ce centre métropolitain. Il y a des axes nord-sud qui sont bien connus, la jonction nord-midi, les boulevards centraux, etc. Mais il est nécessaire sans doute de recréer des transversalités est-ouest. Et donc, l'une de ces transversalités, la plus ancienne, qui date déjà dans les prémices remontent au XIIe, XIIIe siècle, c'est le Steenweg, qui est un axe économique très important. Enfin, je pense que Jean-Philippe pourra le rappeler. Et donc,
C'était un axe de communication, un axe économique, un axe qui est repris aujourd'hui dans le plan Good Move, comme, en partie en tout cas, comme une magistrale piétonne. Mais voilà, le point de départ de cette recherche, c'était de se dire que ce n'est pas que ça. C'est aussi un axe qui traverse des quartiers très divers. Et donc, c'est potentiellement un axe d'inclusion sociale également, d'inclusion dans l'urbanité, comme on l'a appelé, en se référant aux travaux du sociologue Jean Remy, qui a aussi utilisé un concept qui s'appelle la communication dans la distance, qu'on s'est réapproprié, qu'on a remis au goût du jour pour l'appliquer à certains espaces spécifiques de ce Steenweg, qui est assez épais en profondeur et en largeur, et que sont des 3 galeries commerçantes sur lesquelles on portait le travail empirique réalisé par Gabriel. Voilà, j'ai peut-être été déjà trop long, j'ai peut-être un peu trop dévoilé ce que vous alliez dire, mais je laisse maintenant Jean-Philippe et Gabriel présenter la suite. Et je vais faire circuler un des 2 ouvrages qu'on a publiés dans le cadre du travail de l'Observatoire du centre-ville, que vous pouvez découvrir par la même occasion. Donc juste en 2 mots, le plan de notre présentation aujourd'hui. Donc d'abord, Jean-Philippe va vous donner un peu le contexte de la recherche que Michel a résumé là, donc le Steenweg et pourquoi est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour ce Steenweg. Puis brièvement, on va vous donner les objectifs de la recherche. On va vous présenter le cadre théorique derrière cette recherche. Et puis, on va vous présenter plus profondément les résultats de notre recherche, donc vis-à-vis des 3 galeries commerçantes où on s'est un peu plus focusé sur ces galeries et le plan Nolly du Steenweg. Voilà. Et je laisse la parole à Jean-Philippe. Donc voilà, comme l'a dit Michel, en fait, la recherche que Gabriel a menée s'inscrit dans un cadre. Alors l'objet de la présentation aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ce que Gabriel a fait et cette question de potentiel d'inclusion sociale dans ce type de spatialité. Mais je vais quand même essayer de vous résumer dans les grandes lignes le travail qu'on avait fait avant. S'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus, mais c'est que je vais être assez synthétique. Donc il faut revenir pour ça en 2018, si je me souviens bien, après déjà 2 ans de travail de l'Observatoire du piétonnier, qui s'appelait comme ça au départ, avant de s'appeler l'Observatoire du centre-ville. Est arrivée cette question de dire le piétonnier, c'est très bien, mais il manque d'une vision pour le centre métropolitain. C'est comme un espèce de grand bateau là au milieu. On ne sait pas très bien où il navigue. Et donc, il y avait cette nécessité de reconstruire une vision. Et donc, en 2018, avec Perspective Bruxelles, avec Frédéric, on a organisé une masterclass qui visait ici de reconstruire une vision pour le centre métropolitain. Ça, c'était les documents préparatoires qu'on avait faits. Dans la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend comme étant le centre-ville, quel est son périmètre. Et on avait mis 3 grandes idées sur la table pour le définir. Un, c'est qu'il faut qu'on ait là une densité de type d'usage, en tout cas, de type de dynamique. Et peut-être dans le Pentagone, c'était trop étroit. Essayer d'inclure Molenbeek, le canal, les quartiers de gare, les anciens quartiers commerçants de portes sur les chaussées. Il faudrait qu'il soit très divers aussi sur le plan social, en type de population, que quelque part tout le monde, ou ce soit représentatif autant que possible de la diversité bruxelloise. D'où forcément une forte proposition qui est d'étendre le périmètre au-delà du Pentagone et d'aller de l'autre côté du canal à Molenbeek. Et puis, il faut que ce centre-ville soit le plus accessible possible au plus grand nombre. Et si on se positionne dans une perspective un peu post-carbone, post-voiture, ça veut dire surtout bien être connecté au réseau de métro, de train, et puis surtout favoriser les espaces publics et la mobilité piétonne pour que toute cette diversité puisse fonctionner ensemble. Donc ça a donné cette carte là à gauche. On disait, regardons prenons comme figure la boucle de métro, le canal, les grandes gares, et ici on imaginait que le centre-ville, c'est plus que Pentagone, c'est un périmètre qui inclut tout ça. Et puis là-dedans, si on regardait les réseaux d'espace public, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'attention sur les grands axes nord-sud, le plan canal, le piétonnier sur les boulevards. Aujourd'hui, la jonction nord-midi fait aussi l'objet d'un master plan. Il y a des pattes sur la gare de l'Ouest de l'autre côté, mais par contre, il reste ce petit maillage plus fin, majoritairement hérité de l'époque médiévale, qui est un peu resté au revers de la planification et qui pourtant est vraiment quelque chose d'extrêmement structurant dans le centre-ville et qui a une vraie potentiel qui sont des espaces publics qui pour beaucoup marchent déjà très bien, mais qui mériteraient d'être valorisés. Et donc, on avait dit, regardons plutôt ce maillage fin, et on avait proposé à l'époque aux participants de la masterclass de travailler sur 3 axes perpendiculaires aux piétonniers.
celui qui rejoint le palais de justice jusqu'à Ninove en bas. Le Steenweg, je représenterai donc qui est l'axe historique, porte de Flandre, porte de Namur, mais voilà, comme vous le savez sûrement, s'étend jusqu'à Gand, s'étend jusqu'à Namur et encore au-delà. Et puis le troisième axe, qui n'a jamais eu trop de suite jusqu'ici, mais qui peut-être reviendra avec les choses qui bougent aujourd'hui, qui parle de la cité administrative, Congrès, il pourrait rejoindre Place des Martyrs et puis Comte de Flandre, etc. Donc on avait proposé de travailler sur des axes plutôt qui relient le haut et le bas de la ville, l'est et l'ouest. Et puis dans l'autre sens, l'idée de simplement prolonger le piétonnier jusqu'aux deux gares, ce qui est aujourd'hui en cours. Voilà, et sur base de ça, on a fait une grande maquette et les étudiants avaient fait toute une série de propositions. Alors la maquette, elle est un peu difficile à comprendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, elle montre cette image d'un centre-ville qui s'étend au-delà du Pentagone et qui est d'abord structuré par un maillage assez fin d'espace public. Donc voilà, suite à cette masterclass, il y a eu une série d'événements, d'expositions, de mises en débat, etc. Et on était à l'époque en train dans la phase finale du PRDD. Et effectivement, on a pu avoir un certain impact, puisque la définition du centre-ville, qui était un peu manquante dans les premières versions du PRDD, a été adaptée en fonction de ces propositions. Et donc on voit cette tache rouge qui s'étend au-delà du canal et qui reprend la figure de la boucle du métro. Et puis les quartiers de gare qui sont là aussi reconnus comme des pôles régionaux. Bon, ils ne sont pas en rouge, ils sont en orange, mais c'est déjà pas mal comme résultat. Et à la même époque, Good Move était aussi en train d'être finalisé avec ce concept important de magistrale piétonne. Donc il y a l'idée de faire des grands axes piétons dans la ville, de grandes distances. Et dans la définition de la magistrale piétonne, on y reviendra. L'idée, c'est que ce n'est pas seulement des axes de mobilité au sens des endroits où on marche très vite, mais plutôt des grands connecteurs urbains, des grands espaces publics fédérateurs dans toutes les dimensions d'un espace public, dont la mobilité piétonne, mais ici aussi dans toutes les autres dimensions. Comme vous le voyez dans le plan Good Move, ces magistrales piétonnes, elles partent de la Bourse globalement, elles s'étendent pour prolonger le piétonnier vers les deux gares, et puis il y a cet axe perpendiculaire qui d'un côté va rejoindre le centre de Molenbeek, et puis en haut, alors c'est un peu plus complexe, rejoint à la fois la chaussée d'Ixelles et en même temps on va rechercher le quartier européen de l'autre côté, et l'avenue. Donc voilà. Donc suite à ça, Perspective nous a commandé une phase de diagnostic, a souhaité avancer sur cette question du Steenweg et de la magistrale piétonne, et nous avait commandé un premier diagnostic des grands enjeux. Donc voilà, j'ai repris quelques images de ce diagnostic. Si vous voulez, de façon intégrale, il est sur le site de Perspective disponible. Donc voilà, nouveau, cette figure du centre avec la boucle de métro, les gares, chose un peu plus grand que le piétonnier. Il y a une autre figure historique intéressante qu'on a notée en blanc ici. C'était en fait l'emprise de la zone urbanisée vraiment dense en 1866, si je ne me trompe même pas. Mais c'est-à-dire aussi avant l'arrivée du tram, globalement, à Bruxelles. Donc c'est cette partie de la ville qui s'est faite plutôt sur la dimension du piéton et qui est effectivement aujourd'hui encore un tissu un peu plus dense et plus adapté à la marche. Et on voit que déjà à l'époque, quand même, ce tissu, on le connaît, hein, il est déjà au-delà du Pentagone. Donc ça donne aussi cette idée que le tissu marchable, il est quand même un peu plus grand que cette figure du Pentagone. Ouais. Donc voilà, un résumé des axes de mobilité prévus dans Good Move. Vous voyez en épais ici les magistrales piétonnes. On voit, ce qui est intéressant pour le Steenweg, c'est qu'on est parallèle à la ligne de métro avec des possibilités de connexion régulière. Et puis, l'idée était de montrer que ce Steenweg, il a peut-être d'autres potentialités que simplement être un axe de mobilité. Donc ici, c'était l'idée d'en faire un axe écologique. Globalement, c'est une espèce d'axe qui va depuis les plateaux jusqu'au fond de vallée, puis remonte de l'autre côté, avec peut-être des complémentarités à passer. Hein. En bas, on a des problèmes d'inondation, des problèmes d'îlots de chaleur. En haut, c'est un petit peu de préserver de l'eau et on a plus d'air, etc. Est-ce qu'à un moment, il y a des relations à trouver? Ça pourrait être un levier de projet aussi. C'est un axe qu'on a appelé qui a le potentiel de devenir une magistrale inclusive. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Or, la carte, je n'ai pas mis toutes les légendes, mais en blanc, c'est les zones avec les revenus moyens par habitant les plus faibles. En gris, ils sont plus élevés. On voit que cet axe, il relie ces différents quartiers. Et alors, tous les petits points, c'était tous les Airbnb, qui, en tout cas, avant Covid, était un vrai sujet d'inquiétude, parce qu'effectivement, ça créait en plus une sorte de no man's land non habité entre l'Est et l'Ouest, et quelque part, pour augmenter les fractures. Donc, l'idée est de traverser tout ça,
c'est une façon peut-être de re-questionner les limites. Ouais. En termes commercial aussi, cet axe, il traverse toute une série de zones qui ont des destinations différentes. Bon, comme toutes les chaussées, ça reste des supports du commerce, et c'est là qu'on a les principaux linéaires commerciaux, même si ici il a été interrompu au niveau du Mont des Arts. Mais on traverse aussi les quartiers plutôt tertiaires du haut de la ville, les quartiers super touristiques et commerciaux de l'hypercentre, et puis la zone canal avec son historique industriel, et puis aussi toute l'industrie, enfin, l'économie plutôt créative et culturelle qui se développe par là. Et puis évidemment, c'est aussi un axe culturel majeur. Comme on l'expliquait, c'est un des premiers axes structurants du centre de Bruxelles dès le Moyen-Âge, et parmi toutes les cartes historiques, mais sinon, voilà, on a dévié du sujet aujourd'hui. Et voilà, on a une quantité d'éléments classés, d'ensembles classés autour du Steenweg, et aussi une grande quantité d'institutions culturelles, bon, évidemment autour du Mont des Arts, mais pas que, tout le long de ce tracé, fait que là aussi, il y a la potentialité d'en faire vraiment un axe culturel. Voilà. Et donc, ça c'était en très résumé le diagnostic qu'on avait fait. Et puis, effectivement, on avait le souhait, dans le cadre de cette bourse ici, de vraiment développer plutôt le côté axe inclusif et d'essayer de comprendre quelles sont les potentialités, à la fois à grande échelle, mais aussi à plus petite échelle, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une carte qui a été faite justement par Pauline Cap et sa collègue Magali Hertog, Pauline Cap qui est dans la pièce avec nous, et donc qui montre bien que le Steenweg passe à travers tous des quartiers qui ont des revenus moyens très diversifiés. Et donc, sur base de tout ce diagnostic qui a été fait avec Perspective Bruxelles, on a décidé de faire une recherche plus approfondie sur... Donc l'idée, c'était à la fois c'était une recherche exploratoire, mais un peu d'essayer d'élaborer des pistes qui permettraient à la fois de mieux comprendre les dynamiques d'inclusion le long du Steenweg et aussi de mieux comprendre le potentiel que le Steenweg représente en termes d'inclusion à l'échelle de tout Bruxelles. Et donc l'ambition derrière ceci, c'est de pouvoir en prévention de futurs aménagements, dans le cadre de futurs aménagements, essayer de faire en sorte que ces aménagements auraient une attention nuancée et rigoureuse et peut-être même pluridisciplinaire à la question d'inclusion le long du Steenweg. Et donc c'est cette recherche exploratoire qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais avant de vous présenter les résultats de notre recherche, on doit revenir un peu sur le cadre théorique parce que la question d'inclusion, ça reste une question tout de même assez nébuleuse. Donc, inclusion. Donc quand on pose la question d'inclusion, il y a plein de questions qui viennent. Qui est-ce qui doit être inclus? Qui est déjà inclus? Quels sont les critères qui définissent l'inclusion? Comment est-ce que dans quoi est-ce qu'on doit inclure? Et comme vous le savez tous très bien, c'est des questions auxquelles différentes personnes ont différentes réponses. Mais le problème, ce qu'on remarque, ou en tout cas ce que, par exemple, Antoine Prince remarque en parlant des politiques d'inclusion de l'Union européenne, c'est que la question d'inclusion, on y répond souvent en établissant, en parlant de normes. Donc la norme d'un citoyen modèle et être inclus, ce serait ressembler à cette norme du citoyen modèle. Voilà. Et donc là, Antoine Prince dit... there is a risk that policies intended to fight exclusion might have an unintended yet central normalizing component. Inclusion simply means following this normal lifestyle, which is essentially focused on consumption. Those who are seen as excluded and who therefore should be included are those who deviate from this standard, where consumption and a focus on material goods are the standard. Donc là, il parle des politiques d'inclusion de l'Union européenne, mais il met en avant l'idée que donc c'est pas juste qu'il y a une norme, mais que cette norme, elle est souvent définie en termes économiques. Donc de capacité, de possibilité de participation dans la production et dans la consommation de la ville, plutôt qu'en termes de capacité de participation dans la fabrication de la ville et dans la réflexion qu'il y a derrière la ville.
Et au-delà de la question de l'inclusion, il y a aussi la question de la mixité qui amène aussi son lot de questions. Quelles sont les intentions derrière cette mixité? Et ce qu'on remarque à Bruxelles, ou en tout cas ce que Mathieu Van Kriekingen dit sur Bruxelles, c'est que souvent les politiques de mixité visent à faire venir des personnes, donc des ménages avec les bons styles de revenus dans des quartiers défavorisés et avec des grandes populations d'immigrés pour faire venir plus de richesse, mais aussi plus de contrôle social dans ces espaces. Alors, face à tout ceci, nous, on s'est tourné vers Jean Remy, comme l'a dit Michel tout à l'heure. Et Jean Remy a un texte qu'il a écrit en 1990 à la base, qui s'appelle « La ville cosmopolite et la coexistence interethnique ». Et ce que Jean Remy dit, c'est que le problème avec toutes ces politiques d'inclusion et de mixité, c'est qu'elles ont un idéal antiségrégationniste qui ne reconnaît pas le fait qu'il y a réellement une distance entre les gens, une distance qu'on ne peut pas simplement faire disparaître. Et donc, qu'est-ce qu'il entend par distance? Il parle de cet écart qui existe entre les gens qui viennent... entre différentes personnes, des écarts qui sont marqués en termes d'accès qu'on a aux ressources, en termes d'origine culturelle, en termes de capacité de s'épanouir dans la ville, etc. Et donc Jean Remy dit, en fait, on ne peut pas essayer de faire comme si cet écart n'existait pas, parce que quand on essaie de faire comme si cet écart n'existait pas, on se retrouve avec soit des gens qui se replient sur eux-mêmes, soit des conflits. Et donc là, les deux photos, c'était un peu pour rendre visible cette distance. Et d'un côté, on voit tous des autocollants. Vous voyez les autocollants d'Extinction Rebellion qui ont été collés par un groupe de personnes. Et on imagine qu'un autre groupe de personnes serait venu les rayer. Et ça montre bien qu'au sein d'une ville, il y a des distances et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas. Et cette autre affiche, c'est une affiche qui vient de Matongé, qui montre une affiche de pub pour faire livrer des colis vers Kinshasa, et ça montre bien que cette distance elle est réelle, que certaines personnes ont des origines qui sont différentes et on ne peut pas faire comme si c'était pas le cas. Voilà. Donc Rémy ne s'arrête pas à juste parler de la distance, il parle aussi, il estime que dans cette distance, il y a moyen de communiquer. Et donc c'est là qu'il commence à parler de communication dans la distance. Et que cette communication dans la distance, elle est possible à partir du moment où les gens sont capables de traduire leur communication avec d'autres groupes de gens. Et ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre, de traduire et de communiquer avec d'autres gens, même s'il y a des différences en termes d'origine, etc. Et pour lui, la communication dans la distance, c'est quelque chose qui se construit à travers le temps et l'espace. Donc c'est à travers le temps, après avoir eu plein d'interactions à travers le temps, qu'on va apprendre à communiquer, et aussi en allant dans toutes sortes d'espaces différents qui permettent la communication dans la distance. Et on va revenir là-dessus en plus de détails. Donc, ce que Jean Remy dit, c'est « Nous pouvons reprendre une conception de l'urbanité comme une forme de sociabilité, valorisant l'art de communiquer dans la distance, dans ce cas la distance sous certaines modalités et conditions de communication et d'élargissement progressif de zones d'échange et de coopération. » Et donc, ce que Jean Remy dit aussi, c'est que c'est pas... il bouge la question, il parle plus de est-ce qu'il y a inclusion, est-ce qu'il y a mixité, mais il refocalise la question sur la question d'urbanité et surtout sur la question de l'accessibilité que les gens ont à cette urbanité, donc à l'inclusion des gens dans l'urbanité, donc dans le tissu social et spatial de la ville. Et Jean Remy estime que l'inclusion dans l'urbanité est directement liée à la communication, à notre capacité à communiquer dans la distance et au fait qu'il y ait des espaces qui rendent la communication dans la distance possible dans la ville. Ok. Par rapport à cette question d'inclusion dans l'urbanité, Jean Remy, mais aussi d'autres personnes telles que Mathieu Berger et Benoît Moritz avec ce livre ici de Designing Urban Inclusion, estiment que les morphologies de la ville peuvent jouer un rôle très important dans rendre cette communication dans la distance possible. Et donc, différentes personnes parlent de différents types de morphologies. Il pourrait y en avoir tout plein, mais ici, on va juste revenir sur ces 3 morphologies ici,
qui sont donc les quartiers fondateurs dont parle Jean-Rémy sur base des travaux de l'école de Chicago. Et ces quartiers fondateurs, donc c'est des endroits où les gens arrivent quand ils immigrent vers un endroit. C'est des endroits d'arrivée qui apportent une certaine familiarité, une certaine sécurité, et dont on bouge dont on peut bouger par la suite, mais d'où on va toujours revenir dans ce quartier. Donc ça établit un genre de... il y a des va-et-vient qui se font entre ce quartier et le reste de la ville. Et ces quartiers représentent donc aussi une ouverture vers le reste de la ville pour ceux qui y arrivent. De manière un peu similaire, Mathieu Berger et Benoît Moritz parlent d'enclaves inclusives, qui sont des espaces qui sont avec une communauté, mais ce n'est pas nécessairement une communauté ethnique, et qui sont des espaces assez clos, mais qui représentent aussi une ouverture vers l'extérieur. Et puis, Jean-Rémy parle aussi des espaces interstitiels de rencontre qui sont en fait, au contraire, des espaces, par exemple des cafés dans des halls de gare, qui sont des endroits où il va y avoir plein d'interactions entre des personnes, entre des étrangers. Parfois, ces interactions seront conflictuelles, mais ce seront des conflits que Jean-Rémy estime sont sans grande importance parce que ces conflits ne prennent pas place dans les espaces qui ont de l'importance pour ces gens. Donc, un café de gare, c'est pas dans le lieu professionnel ou le lieu social de ces gens à la base. Et aussi, c'est des espaces où il y a constamment toutes sortes d'étrangers, toutes sortes de gens qui marchent et qui permettent de garder une certaine neutralité dans l'espace. L'espace n'appartient à personne en particulier. Voilà. Et surtout, ce que Jean-Rémy dit, c'est que c'est l'articulation de ces différents espaces à l'échelle de la ville qui va permettre la communication dans la distance et qui va du coup permettre de cultiver à l'échelle de toute une ville l'inclusion dans l'urbanité. Voilà, après cette petite parenthèse pour établir nos coordonnées théoriques, on va passer à la recherche exploratoire à proprement dit qu'on a fait. Donc c'était une enquête socio-spatiale où l'objectif était d'étudier le déploiement de l'inclusion dans l'urbanité, dans l'espace public du Steenwijk, en faisant attention aux diverses morphologies qu'on y retrouve. Et donc quand on parle d'espace public ici, en fait, on en parle au sens très large du terme, c'est-à-dire tous les espaces qui sont accessibles au public, y compris les musées, les églises, etc. Et donc pour commencer, j'ai arpenté ce Steenwijk en faisant attention, en n'allant pas juste sur les chaussées, mais aussi en allant tous les espaces qui étaient au-dessus ou en dessous du Steenwijk ou en juxtaposition, en faisant particulièrement attention le long du Steenwijk à toutes les morphologies qui étaient interstitielles ou qui avaient une certaine perméabilité, qui n'étaient pas juste des endroits complètement ouverts. Et dans tous ces espaces, j'ai fait attention aux interactions que les gens avaient entre eux et aussi aux flux de passants, etc. Et puis, une fois que cette première étape est terminée, on a décidé ensemble qu'on se focaliserait plus sur un type d'espace. Et on a choisi les galeries commerçantes. Et donc, c'est ça qu'on va vous expliquer un peu plus aujourd'hui. Et donc, dans ces galeries commerçantes, j'ai fait des entretiens et des observations. Et tout ça a eu lieu pendant le Covid. Et du coup, les observations, c'était des observations de Covid. Voilà. Et donc, les trois galeries qu'on va vous présenter, c'est celles qui sont encerclées sur l'image. Donc, la galerie du centre, la galerie Matongué et la galerie Toison d'Or. Et il y a 9 galeries commerçantes au total sur le Steenwijk. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de s'intéresser plus sur les galeries ? Déjà, elles donnent souvent un relief très intéressant au Steenwijk parce qu'elles sont souvent, elles mènent soit vers un parking souterrain ou vers une bouche de métro, donc elles amènent au relief. Et ce sont aussi des espaces qui sont perméables, donc qui sont ni complètement ouverts ni complètement fermés. Et donc où on retrouve cette tension entre cloisonnement et ouverture vers le reste de la ville qui nous semblait intéressant à étudier. Et c'est aussi des espaces qui ont, au niveau de leur fonction, elles sont aussi un peu ambivalente dans le sens où d'un côté, comme on le voit bien là avec la galerie Ravenstein, c'est des passages qui demandent à être transités, et d'un autre côté, elles essayent de garder les passants avec tout un tas de fonctions culturelles, sociales et commerciales. Et donc ceci nous intéressait aussi, ces deux aspects des galeries.
Ok. Donc, la première galerie, c'est la galerie Matongué, qui est donc celle-ci, ici. Et c'est aussi des dessins qui ont été faits par Pauline Cap. Donc, la galerie Matongué, elle a été construite dans les années 50. C'est une galerie avec des couloirs assez étroits et un peu, enfin, pas sinueux, mais donc c'est pas des grands couloirs rectilignes. Et c'est un pôle très important pour la communauté afrodescendante et elle est située dans le quartier de Matongué. Au niveau du type de magasins qu'on y retrouve, c'est tous des magasins indépendants. C'est des magasins qui sont le plus souvent gérés par des personnes d'origine afrodescendante. La plupart des clients sont des personnes d'origine afrodescendante. C'est beaucoup de coiffeurs, mais il y a aussi un espace de restauration. Et c'est tous des magasins qui sont indépendants et qui utilisent, donc ils vont souvent utiliser le reste de la galerie en mettant par exemple des étagères en dehors de leurs échoppes. Donc toute la galerie est utilisée de manière un peu indépendante. On y trouve aussi une petite galerie d'art. Et c'est un espace relativement clos dans le sens où il n'y a pas grand monde qui traverse la galerie Matongué simplement pour la traverser. La plupart des gens qui y vont, c'est pour rester là. Et d'ailleurs, quand on y va, on entend surtout le son de personnes qui sont en train de se parler ou peut-être de se disputer ou quoi. Mais c'est clairement le son d'un endroit qui est très social. Et la plupart des gens qui y sont se reconnaissent entre eux et se voient tous les jours. Un des aspects importants de cette galerie, c'est aussi que c'est son concierge qui s'appelle Gaël. Et c'est donc un concierge, donc il est en charge de toute la maintenance de la galerie et de toute la... on est comment au niveau du temps ? Ok. Donc de toute la maintenance de la galerie et de la sécurité de la galerie, mais il s'occupe aussi de plein d'autres choses. Donc c'est lui qui va résoudre les conflits entre les personnes, mais c'est aussi lui qui a peint toutes des fresques murales sur les murs de la galerie et qui donne des cours d'art à l'intérieur de la galerie. Et quand on regarde ces fresques murales, on comprend que cette galerie, même si c'est un espace clos, c'est aussi un espace d'ouverture vers l'extérieur, vu qu'elle prône des valeurs d'intégration, d'unité avec le reste de Bruxelles. Et donc si on en revient un peu aux idées de Jean Remy, on pourrait dire que cette galerie, elle a en quelque sorte une fonction de quartier fondateur, dans le sens où c'est un espace clos qui donne une certaine familiarité et sécurité, surtout à des gens qui ne sont pas nécessairement toujours inclus ailleurs dans la ville, mais qui en même temps est une ouverture vers l'extérieur et qu'on pourrait imaginer que des nouveaux arrivés dans cette galerie reçoivent là plein de conseils de la part d'autres gens qui travaillent là et qui vont depuis des années mais qui n'habitent plus du tout là. Voilà. Okay. Alors, la galerie Toison d'Or est juste en face de la galerie Matongué, mais est complètement différente de la galerie Matongué. C'est donc déjà, elle a été construite dans les années 60, c'est une galerie avec les couloirs sont beaucoup plus grands, beaucoup plus rectiligne. Au niveau des magasins, on y trouve surtout des chaînes, donc pas des magasins indépendants, et des chaînes de magasins assez luxueux. Et les gens qui travaillent dans ces magasins sont souvent postés dans différents magasins, donc ils ne vont pas du tout revenir là tous les jours, et donc ils ne vont pas nécessairement créer le même genre de lien avec les autres personnes qui travaillent dans les magasins. Et de même, la sécurité et la maintenance de la galerie n'est pas du tout faite par un concierge qui revient tous les jours, mais par des agences qui ont des contrats et qui vont placer des employés là et puis un autre jour dans une autre galerie commerçante. Et donc, ça tourne constamment avec qui est dans cette galerie. Et ce qu'on se rend compte en parlant avec les agents de sécurité, c'est que la manière de faire la sécurité dans cette galerie, c'est donc ils ont par exemple une carte magnétique qui doivent... donc, ils vont cliquer leur carte magnétique à différents endroits et comme ça montre bien qu'ils ont circulé et cette information est ensuite relayée à on ne sait pas très bien qui. Donc, il n'y a pas vraiment de visage derrière qui s'occupe de la maintenance de la galerie. Voilà. Et donc, par rapport à la galerie Matongué, c'est vraiment une galerie de transit. D'ailleurs, quand on y va, on voit principalement des gens qui sont en train de marcher tout seuls. On n'entend pas du tout le son de conversation. On entend juste un peu une musique d'ascenseur comme ça qui fait toute la galerie. Et les magasins n'ont pas du tout le droit d'utiliser les couloirs de la même manière qu'on a le droit de les utiliser dans la galerie Matongué.
Par contre, c'est un espace de transit, mais ce n'est pas nécessairement un transit pour tout le monde, parce que déjà, on voit que même si on est sur le côté du quartier Matongué, c'est principalement des personnes blanches qui traversent la galerie. Et pour traverser la galerie en son centre, il faut traverser par la FNAC. Et donc, c'est encore plus de surveillance quand on traverse la FNAC. Et donc, pas tout le monde se sent nécessairement hyper confortable de traverser la FNAC pour se rendre d'un point à un autre. Voilà. Et puis, la troisième galerie, c'est la galerie du centre, qui en fait ressemble très fort à la galerie Matongué parce qu'elle a été construite par le même architecte, Jean-Florian Collin, dans les années 50 aussi. Mais elle est assez différente aussi, dans le sens où, au niveau des magasins, c'est aussi tous des magasins indépendants. Il y a une grande communauté vietnamienne qui ont des magasins, enfin, je ne sais pas si c'est pas nécessairement à eux les magasins, mais des magasins de manicure qui sont tenus par des Vietnamiens. Et donc, entre ces vendeurs vietnamiens, il y a de la communication, mais entre les autres personnes qui travaillent dans cette galerie, il n'y a pas de communication. Donc, c'est tous des magasins hétérogènes, mais qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, et les gens ne vont pas nécessairement se parler entre eux. Et elle est utilisée comme un passage, et les clients qui viennent là et les passants qui vont là sont super hétérogènes, comme dans le centre de Bruxelles, quoi. Donc il y a des touristes, il y a des étudiants, il y a tout un tas de gens différents qui traversent la galerie. La sécurité et la maintenance de l'espace est faite aussi par un concierge, donc comme à Matongué, un concierge que tout le monde connaît dans la galerie, mais et que tout le monde apprécie fort dans la galerie, mais qui n'a pas du tout le même rôle que le concierge de la galerie de Matongué, parce que déjà, il ne parle pas très bien français, donc les gens ne savent pas nécessairement bien communiquer avec lui, et donc il n'a pas du tout le même rôle de créer du lien social que celui de la galerie Matongué. Et surtout, cette galerie, c'est un espace conflictuel. Donc, on entend beaucoup de conflits différents. Donc, déjà, conflits entre les personnes qui tiennent les magasins et les propriétaires du bâtiment parce que le bâtiment est complètement délabré. Conflits aussi entre différents gérants de magasins à cause de la toxicité des produits qu'on utilise dans les manicures. Et puis aussi, il y a toutes des histoires pas nettes, par exemple, de marchands de sommeil et de trafic de mineurs. Et donc, et voilà. Et à travers ces conflits, donc, certaines personnes parlent, les gérants, quand je leur ai parlé, il y en a vraiment qui disent que pour eux, c'est problématique ce manque d'homogénéité et d'unité dans la galerie. Donc là, j'ai une phrase qu'un des gérants a dit: ça pourrait être pas mal de faire en sorte que cette galerie prenne un certain sens, une certaine homogénéité des magasins, ou en tout cas une possibilité de cohabitation. Ça pourrait être chouette dans cette galerie du centre avec des commerces qui ont a priori des intérêts en commun, mais ça ne se passe vraiment pas vraiment comme ça, ou vraiment ça ne se passe... Bon, bref, ça n'est pas vraiment comme ça. Et donc ça montre bien que c'est un espace conflictuel. Et donc, en résumé, c'est un espace qui, en quelque sorte, n'appartient à personne et à aucune communauté. C'est un espace où tout le monde... voilà. Et donc, potentiellement, pour revenir aux théories de Jean Remy, c'est un peu un espace interstitiel de rencontre où il y a des conflits qui se passent, mais ce n'est pas nécessairement des conflits qui ont une grande importance par rapport à la vie personnelle des gens. Voilà. Et donc... pour un peu tout simplifier, donc c'est un tableau un peu simplificateur, mais à des fins comparatives. Donc on a comparé ces trois galeries en termes de leur agencement, de la sécurité et de l'entretien des locaux, du type de magasin qu'on y retrouve, de la manière dont la galerie est utilisée, et puis on a essayé d'un peu résumer le rôle principal que ces galeries ont en termes d'inclusion dans l'urbanité, avec la galerie Matongué qui serait plutôt apparentée à un quartier fondateur et à une enclave inclusive, avec la galerie Toison d'Or qui a un passage principalement utilisé par le groupe socio-économique dominant à Bruxelles, et la galerie du centre qui serait plutôt apparentée à un espace interstitiel de rencontre. Mais donc ce qui est important, c'est que aucun de ces lieux n'est inclusif en soi. Ils font partie d'un réseau dense et diversifié d'espaces interstitiels et partiellement perméables qui sont reliés à d'autres espaces dans la ville, qui sont utilisés, d'autres espaces publics dans la ville qui sont utilisés par d'autres groupes. Et c'est la présence de cette diversité de lieux à l'échelle de la ville qui permet de déployer l'inclusion dans l'urbanité.
Donc, c'est-à-dire, c'est la diversité de lieux, donc certains lieux qui permettent plus ou moins d'interaction, mais aussi de conflits, et certains lieux qui permettent plus de familiarité et de sécurité, mais aussi avec une ouverture vers le reste de la ville. Et en pratiquant ces différents lieux, les citadins apprennent à communiquer dans la distance. Mais attention, comme on l'a vu dans notre recherche, ce n'est pas juste une question de morphologie. Les règles informelles et formelles à l'intérieur de ces galeries jouent aussi un rôle important à définir si c'est des espaces qui aident à la communication dans la distance ou pas. Et donc ça, c'est la fin de ceci. Ça va aller. Donc effectivement, sur base des enquêtes que Gabriel a fait, on en a conclu que tous ces lieux interstitiels un peu au-delà de l'espace public offraient toute une diversité de modes de vie en ville, ou donnaient une place peut-être à une diversité de population plus large que ce que peut-être à quoi on s'attendait si on regardait juste par exemple les espaces publics strictement de l'hypercentre commercial ou des choses comme ça. Et ça nous semblait assez intéressant de dire, si on élargit la notion d'espace public pour inclure tous ces espaces accessibles au public qui rentrent dans le tissu bâti, peut-être si on assemblait tous ces morceaux avec toutes les diversités d'opportunités que présentent ces différents espaces, ça nous donnerait une image d'un espace public sans doute plus inclusif que si simplement on se tenait à l'idée d'un espace public qui serait simplement à l'extérieur, avec cette idée de le faire un peu neutre, un peu ouvert à tous, ce qui dans les faits souvent finit plutôt par une domination par les groupes dominants et pas par vraiment une diversité d'usages. Donc voilà, un cadre spatial plus diversifié, sans doute, comme tu l'as montré, offre un plus large panel d'opportunités et offre parfois des possibilités d'ancrage à des groupes qui n'ont pas toujours de façon si évidente leur position dans la ville. Et donc on a fait un travail simplement d'essayer de fabriquer une image la plus complète, la plus exhaustive possible de ce domaine public étendu. Alors Nolly, c'est par référence à un plan que les architectes connaissent très bien, mais qui est un plan réalisé au XVIIIe siècle, un plan de Rome, qui représentait la ville de Rome avec en noir tous les espaces non accessibles au public, et puis en blanc à la fois les espaces publics, mais les intérieurs d'églises, les cours de palais, et qui montrait en fait une idée d'une ville beaucoup plus poreuse et avec un domaine ouvert plus large que simplement les espaces à ciel ouvert. Donc on a repris les mêmes codes, et on a essayé de faire un travail. Alors, c'est pour ça qu'on l'a affiché en grand, parce que c'était quand même un travail fastidieux. Là, il y a eu toute une série d'étudiants qui ont travaillé à ça. Pauline, là, qui a coordonné tout ça. On a essayé de recoller les morceaux, prendre vraiment des plans des rez-de-chaussée, des bâtiments, essayer de marquer tous les commerces. Alors, les plans des commerces, ils sont un peu simplifiés. On n'a pas les plans de chaque bâtiment, mais quand même essayer de montrer tous ces lieux au-delà de l'espace public ouvert qui sont accessibles au public. Et donc voilà, quelques extraits. Donc on est parti de Haussegem. On descend, on traverse le canal ici, nouveau marché au grain. Ouais. Et puis on arrive à la Bourse, la Grand Place, tout le Mont des Arts. Évidemment, tout l'ensemble du Mont des Arts de la gare centrale qui est hyper complexe. Le Palais Royal, vraiment accessible au public. Mais bon. Et puis la rue de Namur ici. Ouais. Et pour continuer jusqu'à Fernand-Koch et jusqu'à Flagey. Donc l'idée, dans le cadrage qu'on s'était donné, c'est vraiment de faire tout le Steinway parce qu'ils ont fait toute l'Europe, mais de s'arrêter peut-être aux premiers axes structurants nord-sud de la deuxième couronne, donc d'un côté la vallée du Malbec et de l'autre côté le chemin de fer, la ligne ouest. Voilà, et donc l'idée de ces documents-là, c'est parce qu'on espère, on se bat avec Frédéric pour qu'il y ait des suites sur la planification et le développement de cette magistrale piétonne. Et l'idée, c'est simplement de produire une représentation, d'avoir une carte qui simplement nous permet de travailler ces questions-là et qui donne une autre image de l'espace public, comme je disais, que simplement l'espace ouvert. Et donc en conclusion, nouveau une phrase de Jean-Rémy. La ville doit composer à des échelles spatiales différentes, des lieux de séparation et des lieux d'agrégation. À partir de là, elle instaure un régime complexe de distance, proximité, variable d'après les protagonistes, les activités et les enjeux. Et voilà, je crois que l'image qu'on a essayé de produire et le grand plan qui est là, il essaye de montrer en quoi la ville peut avoir les ressources pour atteindre cet objectif. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Et je vais maintenant immédiatement céder la parole à Emmanuelle Lesnel, qui est notre 4e invité aujourd'hui. Elle est docteur en sociologie et professeure invitée à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Elle y développe également des recherches postdoctorales qui portent pour l'essentiel sur les politiques urbaines, sur la question du logement, du voisinage et plus généralement sur les rapports des individus à la ville contemporaine. Donc après l'intervention d'Emmanuelle, qui durera environ 10 minutes, les orateurs auront également l'occasion de réagir aux propos d'Emmanuelle avant de vous céder la parole pour continuer et terminer cette séance. Voilà, bonjour toutes et tous. Donc, merci aux 3 intervenants auteurs de l'article de Bruxelles Studies donc, de m'avoir proposé de réagir à leur travail, parce que donc, c'est un travail qui fait effectivement écho à des questions qui m'intéressent également, sur la diversité, sur la coexistence, et un travail qui s'appuie sur un auteur que j'aime bien aussi, et qui surtout, donc Jean Remy, qui est un auteur qui, à mon avis aussi, est incontournable quand on veut étudier la façon dont des morphologies spatiales soutiennent la vie collective ou des processus collectifs comme l'inclusion, la communication, la rencontre. Je vais revenir un petit peu sur ces 3 notions. Alors, je voudrais en fait souligner 3 intérêts parmi d'autres de leur travail, de votre travail pour la sociologue que je suis. Donc je dis parmi d'autres parce que on pourrait parler des intérêts pour la réflexion politique, urbanistique, et comme ça a été évidemment montré. Mais donc je vais me concentrer sur les intérêts, disons, sociologiques du travail. Alors, le premier, eh bien, c'est que c'est un travail qui approche, qui s'intéresse à des dynamiques urbaines en articulant l'étude de morphologie spatiale et l'étude de dynamique sociale. Donc je dis bien articuler, ce qui est une gageure. Je m'y essaye aussi et je peux rencontrer des difficultés. Donc c'est une gageure, c'est pas évident d'articuler les deux, mais c'est intéressant, et je trouve que dans le travail, on voit vraiment cette articulation, donc une réflexion qui fait qui ne tombe ni dans ce qu'on appelle le spatialisme, en faisant comme si l'espace produisait tout seul ou pouvait produire tout seul les dynamiques attendues, recherchées, voulues, souhaitées, ni ce que j'appellerais ici maintenant du sociologisme, en faisant comme si le social existait en dehors des espaces. Donc comme si les espaces créés ou à créer n'étaient qu'un décor ou un contenant sans contenu dans lequel viendraient s'inscrire des dynamiques sociales qui existent par ailleurs. Donc c'est vraiment cette articulation, c'est ce travail qui cherche à saisir les deux en même temps, qui est intéressant, et je trouve que par exemple Gabriel ne l'a pas détaillé ici à l'oral, mais dans l'écrit, dans l'article par exemple, vous montrez que une configuration spatiale comme le fait de séparer les flux de circulation dans les galeries, ou une configuration qui plutôt permet un entremêlement des flux, peut produire des effets sociaux différents. Donc c'est un exemple de cette articulation entre études des morphologies spatiales et des dynamiques sociales. Alors un deuxième intérêt, je trouve, du travail, c'est bien qu'il adopte une perspective non normative sur l'inclusion, donc qui ne prend pas l'inclusion, ou je dirais plus largement la diversité, le mélange social, culturel, comme une valeur ou comme une richesse. Donc c'est ce que je mets ici dans une perspective normative sur l'inclusion. Donc c'est une norme ou un ensemble de valeurs qui sont aujourd'hui assez largement partagées, mais qui prend plutôt l'inclusion comme une condition d'urbanité. La ville n'est pas ville, une ville n'est pas une ville sans un minimum de mélange, de lieux de rencontre et de rencontres effectives entre les habitants. Alors c'est
c'est sans doute, c'est même certainement, ce que je dis là, une évidence dans la perspective sociologique de ne pas prendre l'inclusion de façon normative. Mais néanmoins, je pense que c'est important de le souligner parce que ça permet de prendre acte, comme les auteurs le font ici, de prendre acte de la diversité et de la nécessité de l'inclusion donc comme condition urbaine. Ça permet de voir, comme vous l'avez fait, comme Gabriel l'a beaucoup mentionné dans sa présentation, qu'il y a des conflits évidemment qui sont possibles, qui sont récurrents quand il y a de la diversité. Ça, c'est une chose. Et surtout, ce que je dirais, moi surtout, c'est que ça permet aussi de voir que le conflit peut aussi avoir un potentiel de communication, un potentiel de rencontre. Je vais y revenir sur ce point tout de suite. Mais donc, je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas partir de l'idée de la diversité comme un enrichissement. Ça n'est pas forcément le cas, ça peut l'être et ça dépend de ce qu'on y investit, mais surtout, dans une perspective d'analyse, c'est nécessaire de pouvoir regarder que inclusion et conflit, c'est pas forcément opposé, en fait. Il y a du conflit dans les situations de diversité et le conflit peut générer de la communication et même plutôt de la traduction. Vous en avez parlé, mais je vais y revenir. Et donc, mon troisième point, c'est troisième intérêt que j'ai trouvé dans la présentation et dans l'article, c'est bien que les trois auteurs approchent la question de la rencontre, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas un terme que vous-même vous utilisez, de la communication, de la rencontre, d'une manière, il me semble, interactionniste. Alors, ce n'est pas un parti pris théorique qui est mentionné comme tel, mais j'ai le sentiment que c'est une perspective de type interactionniste qui est adoptée sur la communication, la rencontre, et en se référant à Jean-Rémy, je pense qu'il y a des bases de ce type-là chez Jean-Rémy. Mais donc c'est une approche qui ne réduit pas justement la rencontre ou le mélange à la coprésence. Et ça me paraît très important. Autrement dit, il ne suffit pas de donner accès, il ne suffit pas, et vous le dites, je ne reprends que dans des termes un peu différents ce que vous avez dit, mais il ne suffit pas de faire des lieux qui donnent effectivement accès à des gens pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait rencontre, pour qu'il y ait en fait inclusion. L'inclusion ne se réduit pas à une question de coprésence, différentes personnes présentes dans un même lieu. Ça ne fait pas encore pour autant de ce lieu un lieu inclusif, un lieu qui permet des dynamiques sociales en fait. Et donc, à l'inverse, la perspective ici prend plutôt, je crois, il me semble, la rencontre, la communication comme un processus qui advient ou qui n'advient pas, au travers des usages du lieu, au travers aussi d'interactions. Et qui advient ou qui n'advient pas en fonction aussi de la traduction dont Gabriel a parlé. Pour qu'il y ait communication, il faut que les individus en coprésence puissent, Gabriel l'a dit, puissent traduire, c'est-à-dire appréhender en fait les codes culturels, les codes des autres usagers, c'est-à-dire leur manière d'envisager le lieu et d'envisager ce qu'il convient de faire et ce qu'il ne convient pas de faire dans le lieu, ils puissent appréhender dans leur propre langage, dans leur propre code. Ça, c'est cette idée de la traduction qui permet d'apprivoiser l'altérité, en fait. On est en présence d'autres. Pour communiquer, il faut un peu apprivoiser l'altérité. Donc, ce processus, c'est ce à quoi, je crois, renvoie cette notion de traduction de Jean-Rémy. Alors, j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin ici avec cette idée de traduction, parce que donc, la traduction, au sens de Rémy, c'est un processus qui se déroule en situation, donc qui est un processus pragmatique, qui se déroule par la pratique dans des lieux concrets, dans des espaces concrets. Et il me semble qu'il est nécessaire, et vous le faites dans le texte et maintenant à l'oral, mais
si on poursuit la réflexion, il me semble nécessaire de peut-être interroger encore davantage les conditions qui permettent ce processus de traduction, qui permettent effectivement, je reprends une phrase de votre article, que les citoyens puissent acquérir les capacités de communiquer avec d'autres groupes, tout en restant à distance. Donc c'est des capacités à acquérir, on ne les a pas automatiquement, et pour cela, il y a des conditions qui doivent être réunies. Alors il y a évidemment des conditions matérielles, que vous décrivez bien, notamment liées au fait que les lieux soient à la fois des lieux ouverts, donc qui permettent à des gens de venir de divers endroits, mais aussi des lieux en partie fermés qui permettent d'être des espaces de sociabilité et pas juste des espaces de passage, par exemple, et d'autres éléments plus matériels. Mais voilà, moi, je serais intéressée à en savoir un peu plus sur les conditions, disons, aussi sociales qui permettent ou non ces processus de traduction. Et je pense par exemple ici à ce qui est évoqué à la fin, le rôle du concierge que vous pointez dans chacune des 3 galeries, comme étant, que vous décrivez comme étant des rôles incarnés de manière différente dans chacune des 3 galeries. Et je me demande, c'est une piste de réflexion par rapport à cette question sur les conditions de la traduction ou de la communication. Tiens, au fond, quel rôle est-ce que le concierge peut jouer dans les conflits d'usage, par exemple, c'est une piste. Et de manière plus générale, quelles sont les zones de contact qui permettent aux divers groupes, aux divers usagers d'interagir et de traduire éventuellement, de se traduire les uns les autres. Donc les zones de contact, les effectives, les dispositifs, les réglementations, les acteurs. Donc voilà, les conditions matérielles qui permettent, comme vous le dites, d'acquérir des capacités de communication. Voilà, je termine là-dessus. Donc c'est pas vraiment une question, éventuellement si vous voulez vous en saisir. Mais donc c'est plutôt une question plus large sur les conditions sociales et pas que matérielles de la communication effective. Voilà. J'ai peut-être 2 réponses à donner à cette question, parce que la première réponse, c'est plutôt quelque chose que Jean-Remy dit dans son texte, c'est que bien sûr, tout ceci, c'est dépendant du fait que les gens ont accès à des ressources. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, c'est des quartiers fondateurs, mais qui deviennent des ghettos et dont on ne peut jamais sortir, ça ne crée pas du tout une ouverture vers l'extérieur. Et donc, si les gens n'ont pas d'emploi et n'ont pas d'argent, clairement, ça ne va pas leur permettre de participer dans cette communication dans la distance, vu que les espaces où ils sont vont devenir des ghettos d'où on ne peut pas du tout faire des va-et-vient. Mais sinon, par rapport à la question du concierge, je pense que ce qui moi, m'a super fort intéressé, c'est la manière dont le concierge de la galerie Matongué et la galerie du centre étaient tous les 2 des concierges très importants, mais très différents. Et donc, dans la galerie du centre, en fait, c'est un concierge, donc, comme j'ai dit, qui est bulgare, il ne parle pas vraiment français. Et donc, il connaît très bien le bâtiment, tout le monde s'entend bien avec lui, mais il reste très neutre dans le sens où il ne prend pas du tout parti par rapport à qui que ce soit dans la galerie, mais pas neutre comme on pourrait imaginer la maintenance et la sécurité de la galerie Toison d'Or, où là, c'est plutôt comme une structure qui vient du haut et qui s'impose. Il n'est pas du tout imposant, en fait, ce concierge. Il appartient pas du tout à la classe dominante de Bruxelles, et donc il pose pas du tout problème à ce niveau-là. Et par contre, le concierge de la galerie Matongué, lui, il organise par exemple des cours d'art dans la galerie parce qu'il estime que c'est une bonne manière pour les gens de gagner plus de confiance en eux. Donc c'est vraiment directement une manière d'essayer de donner la capacité aux gens de se sentir à l'aise et de se sentir confiant, quoi. Donc c'est très différent le rôle qu'il joue. Oui. Un petit complément. Moi, je vais parler plutôt du point de vue spatial, parce que je ne vais pas rentrer dans les débats trop fins sur Rémi, etc. Mais quand même, une des choses qu'on sait intuitivement, mais que cette recherche a permis peut-être de mieux décrire. Effectivement, on a montré au début les grandes cartes, l'est, l'ouest de Bruxelles, l'axe qui traverse, des grandes diversités, effectivement, à des échelles plutôt macro, mais à travers les galeries, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a une diversité qui a un grain aussi beaucoup plus fin,
Effectivement, la galerie de Matongué, oui, elle est au milieu du quartier Matongué, mais en fait, c'est une toute petite île, je dirais, au milieu d'un quartier, avec, voilà, juste de l'autre côté de la rue, on a un autre monde dans les galeries de la Toison d'Or, les galeries du centre. Ouais. On est juste à côté des galeries Saint-Hubert, c'est encore un autre monde. De l'autre côté, il y a les galeries Agora, c'est encore une autre planète. Je sais pas. Et voilà, on peut regarder toute une série de lieux. Les galeries Ravenstein, c'est les travailleurs qui viennent, qui transitent. Enfin, il y a toute une série de lieux comme ça qui ont quand même souvent un public un peu cible, enfin, un public un peu particulier qui trouve un ancrage particulier. Mais c'est des petites îles très proches les unes des autres. Et puis ces îles, elles n'ont pas non plus elles n'ont pas des murailles autour d'elles. On peut traverser, etc. Et c'est vrai que moi qui n'ai pas de lien particulier avec la communauté africaine, mais on peut quand même rentrer dans la galerie Matongué et pas avoir des interactions. C'est pas si facile d'avoir des interactions, pas tout d'un coup, voilà, on va pas être copains et s'embrasser et voilà, mais il y a quand même des interactions, il y a quand même des trucs. Là, le concierge joue le rôle de guide aussi. Pas guide dehors ou guide vers l'intérieur, mais régule aussi ces choses-là. Donc, je crois que ce qui était important ici, c'est, par le niveau spatial, la finesse du grain, le fait qu'on a une densité d'espace assez spécifique, assez grand pour je dirais quand même avoir une dimension collective, mais assez petit pour qu'effectivement ça ne devienne pas le ghetto. Très vite, on en sort, on rencontre autre chose, et ils ne sont pas complètement fermés, ce qui fait qu'il y a quand même des passages. Alors, voilà, ça peut être des frictions, ça peut être des communications, mais en tout cas, il y a ces choses-là qui se produisent. Juste ajouter, en te remerciant pour cette intervention, je trouvais que c'était vraiment intéressant, bien d'avoir pointé ce rôle des concierges. Et je pense que ça a des conséquences politiques, même si tu n'as pas abordé la question frontalement. Mais voilà, peut-être prendre conscience de ce rôle central, ici en l'occurrence d'un concierge, qui est probablement quelqu'un qui est payé par les copropriétaires de la galerie. Mais donc, voilà, ce sont des interlocuteurs quand même importants, intéressants. Peut-être faire prendre conscience à ces copropriétés que c'est pas juste un gestionnaire du bâtiment, mais qu'il a un rôle social, etc. Et donc, voilà, peut-être attirer leur attention sur les qualités que cette personne doit avoir. Et ça me fait penser aussi à une fonction qui existait, je ne sais pas si commence à évoluer par le passé, qui s'appelait les TCM, les Town Center Managers. Il y en avait par quartier, dans Bruxelles-Ville notamment. Il y a parfois des sociologues d'ailleurs qui avaient cette fonction-là, qui n'étaient pas que des gestionnaires des cellules d'une commerciale vide. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'organisme régional qui s'occupe du commerce. Bruxelles. Pardon ? Bruxelles. Bruxelles, voilà, oui. Voilà, s'intéresse peut-être avant tout à la problématique commerciale sans aborder cette dimension sociale. Donc il y a peut-être quelque chose à repenser à ce niveau-là. De manière peut-être transversale, alors à différents lieux et pas seulement lié à une galerie en particulier. On se lève toutes les deux, mais c'est simplement, je pense, pour marquer le fait qu'on en arrive à la dernière partie de ce midi, qui est donc le moment pour vous de poser des questions supplémentaires. Si ce n'est pas une question, ça peut être un commentaire, une remarque, quelque chose qui vous traverse l'esprit, soit par rapport à l'intervention d'Emmanuel ou alors par rapport à certains documents peut-être qui ont été projetés ou à des méthodologies, de se dire, tiens, en fait, concrètement, comment est-ce que vous avez observé ça ? Ça peut vraiment être aussi très pratique de se dire, comment est-ce qu'on mène une telle recherche, en dehors peut-être de la question du Covid, mais sur ces espaces publics qui sont particuliers parce que, oui, ils sont enclos, on les traverse, voilà, donc... N'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Michel van der Meersen, expert auprès du CIVI. Donc cette étude, dont on a exposé certains aspects, a une origine et un intitulé historique. Michel Hubert a parlé d'un chemin pavé datant du XIIe ou XIIIe siècle. Mais
j'ai pu parcourir votre étude puisque vous avez gentiment publié il y a quelques jours. Je n'ai aperçu aucun élément historique en dehors donc de ce titre qui fait référence à un chemin historique. Alors, est-ce que Steenweg, c'était un prétexte ou vous avez pu appréhender l'histoire de ce chemin à travers les siècles, à travers les années. Donc apparemment, c'est une suggestion de ma part, c'était probablement un chemin qui liait Dijon à Bruges, Bruges qui était un port d'une importance internationale à l'époque. Sur ce chemin apparaissait aussi le palais des ducs de Brabant, qui est devenu le palais des ducs de Bourgogne, à Bruxelles. Il y avait la première enceinte, avec quand même des points de passage importants, probablement des octrois, etc. Donc, l'étude historique, à mon sens, a pu être intéressante à appréhender, mais ce n'est pas un reproche, hein, c'est une question. Merci beaucoup. Je pense qu'en effet, avec le terme de Steenweg, on ne passe pas à côté. Je vais laisser peut-être Jean-Philippe répondre parce que je pense que c'est lui qui est le plus à même de le faire. Si ce n'est sans peut-être moi mettre ma petite touche de géographe là-dessus aussi et intéressé par l'histoire bruxelloise. C'est clair que c'est un axe, et notamment dans son passage par le Mont des Arts, qui a aussi, par le passé, alors je parle probablement d'un passé moins lointain que le vôtre, mais cette fameuse rue Montagne de la Cour qui agençait avant l'espace du Mont des Arts, était un espace également de rencontre de populations très, très diversifiées, entre des flâneurs, des femmes de la bourgeoisie qui venaient faire du lèche-vitrine, et puis des gens d'origine plus modeste qui flânaient, enfin qui peut-être le dimanche pouvaient aussi aller dans ces espaces-là ou simplement traverser la ville pour changer de quartier. Donc il y a aussi dans l'histoire, bien sûr, peut-être cette dimension d'espace de rencontre entre des portions de la ville très différentes, entre le haut et le bas de la ville. Mais voilà, je me tais et je laisse Jean-Michel répondre. Jean-Philippe, pardon. Oui, bon, merci pour la question. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on avait 45 minutes aujourd'hui, et puis il y a... pardon ? Et 30 000 signes dans l'article, et on voulait surtout donner la parole à Gabrielle et lui permettre de présenter le travail de terrain qu'elle a fait. Si on remonte un peu, alors on a parlé du travail fait avec le BSI, si on remonte encore un petit peu plus loin dans les historiques, il y a aussi eu avant ça un chapitre de ma thèse de doctorat qui était consacré à l'histoire du Steenweg, qui prenait lui-même appui sur des études que Pierre avait travaillé sur la morphologie de Bruxelles. Et donc effectivement, il y a un travail. Alors les cartes cartographiques que j'avais produites à l'époque et puis réactualisées sont dans le diagnostic sur le Steenweg qui est disponible sur le site de Perspective. Et donc effectivement, on n'a pas reparlé aujourd'hui, mais il y a quand même un travail là de reconstitution de toute l'histoire de toute l'histoire du Steenweg avec tous les bâtiments, l'évolution du parcellaire, du Vier, etc. Donc si vous voulez des documents assez précis, voilà, ils sont là. Donc cette connaissance, elle était là, effectivement, et c'est cette épaisseur historique qui fait la diversité d'espaces aujourd'hui. Plusieurs fois avec Brussels Academy aussi qui est là, on a fait aussi des balades et des visites sur le Steenweg. Moi-même, c'est des choses que j'ai déjà fait avec des étudiants étrangers aussi, parce qu'effectivement, quelque chose de fascinant quand on traverse cet axe-là. Je ne dis pas qu'on peut raconter toute l'histoire de Bruxelles, mais on traverse quand même presque toutes les couches qui ont fabriqué les différentes phases d'urbanisation de Bruxelles et qui effectivement se superposent ou parfois s'oblitèrent les unes les autres, mais en tout cas, il y a une espèce de densité d'histoire sur celui-là qui est effectivement tout à fait particulière. On a parlé ici du tronçon central. Je l'ai évoqué, évidemment, c'est des réseaux, c'est les réseaux fondateurs de toute l'urbanisation de nos territoires, ces réseaux de chaussées, etc. Donc oui, bien entendu, cette dimension historique, elle est là. On en a connaissance. C'est vrai qu'ici, on l'a un peu mis sur le côté. On a encore eu le débat tout à l'heure, est-ce qu'on met des cartes historiques ou pas? Dans 45 minutes, on n'a pas le temps, mais c'est certainement cette dimension historique particulière qui fait qu'on a cette diversité de lieux qui sont là. Et au départ, la fascination pour ce lieu-là, c'était justement que malgré le fait que finalement,
Alors aujourd'hui, il y a une magistrale piétonne qui l'indique, mais en fait, n'a jamais été reconnue dans la planification en tant que telle. Il y a une telle densité de lieux que, je ne vais pas dire naturellement, mais les choses se régénèrent à cet endroit-là. Voilà, on crée le boulevard, ben c'est là qu'on met la bourse. On fait des gares, c'est là qu'on met la gare centrale. Voilà, on essaye de rénover le bas de la ville, c'est là que les commerces de la rue d'Ansart reprennent. On veut rénover le canal, c'est là qu'on met le premier petit miroir sur le canal avec l'arrêt de métro et les premiers immeubles qui se rénovent, etc. Donc c'est quand même un lieu qui, de façon un peu étonnante, une espèce de persistance dans le temps, a continué à susciter des interventions qui se superposent les unes aux autres. Ouais. Que ce soit comme axe touristique ou simplement comme axe de déplacement, parce que si vous demandez à quelqu'un port de Namur quel est le chemin le plus court pour aller port de Flandre, il va pas vous dire suivez le Steenweg, il va vous dire prenez le métro, alors que c'est vraiment le chemin le plus court, et à pied c'est très rapide, surtout si on descend. Donc, Pierre Vanache, architecte et urbaniste, prof émérite à l'UCL Loki. En fait, je rebondis un tout petit peu par rapport à l'histoire de ce Steenweg. Enfin, je pense qu'il y a une question d'image aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas remonter très longtemps pour voir que la représentation du plan de Bruxelles était toujours orientée est-ouest et non pas nord-sud. Hein. Parce que c'est vrai qu'historiquement, Bruxelles était traversée et c'était un lieu de traverse entre Gand et Namur, grosso modo, et Gand et Charleroi en fait. Mais cette question d'image, pour moi, elle est quand même assez importante. C'est-à-dire que je trouve intéressant d'avoir effectivement redessiné le Steenweg, bon, à la manière de Nolly, hein, ce qui la rend encore plus complexe, évidemment. Mais je trouvais intéressant aussi de remonter un peu dans votre exposé avec l'image du Pentagone élargi vers l'ouest, hein, qui est une image qui est apparue également relativement récemment avec le plan du métro et qui a été récupérée, je crois, pour modifier un peu l'image mentale de Bruxelles. À cet égard, je trouve catastrophique que le plan de métro ait été simplifié et schématisé comme il l'est, parce que ça casse complètement l'image réelle. Personnellement, je me repère très bien dans la ville, sauf en regardant le plan du métro. Bon, mais cette image-là, je la trouve intéressante. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas vraiment perçue physiquement. Ce qui est toujours perçu physiquement, ce sont les boulevards qui entourent le Pentagone. En fait, il y a, je crois, une volonté de vouloir réunir le côté ouest et le côté est du canal, parce que c'est quand même le lieu de la fracture, qui n'est pas qu'une fracture mentale, qui est une fracture de revenus notamment, hein, de revenus, d'éducation, de type d'emploi, de niveau d'emploi, etc. Et c'est quelque chose qui s'aggrave depuis qu'on en a pris conscience, malgré toutes les politiques urbaines qui ont été menées depuis les années 70, ça ne fait que s'aggraver. Et il faut vraiment s'interroger pourquoi, alors que beaucoup d'efforts ont été faits pour donc casser cette fracture, notamment les contrats de quartier, etc. Donc voilà, le Steenweg, c'est un petit peu l'axe de cette liaison entre les deux, mais de là à en refaire une image mentale, c'est vrai que si on veut aller, si on veut traverser Bruxelles, en fait, d'un point à un autre, les boulevards de la Petite Ceinture sont le chemin qui apparaît en premier à tous. Enfin voilà. C'est plus des commentaires que des questions, évidemment. Mais j'ai quand même une question. Enfin, j'en ai deux. Tout d'abord, est-ce que vous voyez ce travail sur le Steenweg comme un outil permettant quelque chose de prospectif, notamment par rapport à cette lutte contre la ségrégation urbaine, qui est un gros problème? Et alors, une deuxième question, c'est, je n'ai pas très bien compris pourquoi,
enfin, c'était très intéressant, l'analyse des galeries, mais je ne vois pas très bien le rapport qu'il y a entre le Steinweg et les galeries. D'ailleurs, je me souviens, à propos des galeries, d'un projet qui est assez lié à cette question du Steinweg, qui avait été fait par Xavier de Guetter, à l'époque où il y avait la question du plan d'aménagement du boulevard de l'Impératrice, où il avait voulu recréer créer un modèle de densité très importante, mais qui était basé notamment sur la circulation en galerie, en prolongeant la galerie Saint-Hubert, etc. Enfin voilà, donc ma question, est-ce qu'il y a un côté prospectif? Pourquoi les galeries? Peut-être revenir sur Merci beaucoup. le général, puis je te laisse répondre sur les galeries. Bon, pour info, le projet de Xavier de Guetter est dans le diagnostic où on a fait un portefeuille des projets en cours, passés, etc., qui ont contribué à ça. Sur l'outil prospectif et la ségrégation, c'est vrai qu'il y a un message peut-être en filigrane qu'on n'a pas développé ici. C'est effectivement l'idée que aujourd'hui, les politiques de rénovation urbaine sont centrées, grosso modo, autour du canal et sont plutôt, effectivement, dans le cadre des contrats de quartier, centrées sur les quartiers eux-mêmes. C'est-à-dire, dans un quartier lui-même, on va essayer de combler une série de manques ou de pénuries ou d'amener une série de qualités dans les quartiers eux-mêmes. Ici, le fait de traverser les choses, de ne pas regarder seulement les quartiers en difficulté, mais les quartiers où les choses vont peut-être mieux et les quartiers plus en difficulté, c'est de proposer des mobilités d'un quartier et de l'autre. Et peut dire aussi peut-être une façon d'apporter un problème à un quartier, c'est pas de l'amener là, c'est de permettre des mobilités plus aisées vers d'autres quartiers où il y a une série de services ou d'équipements ou d'opportunités qui existent. Ce qui est un peu une autre stratégie en termes d'empowerment, on pourrait dire. Ce qui a permis de faire ici des choses assez simples qui sont apparues, qu'on a fait besoin de la cartographie, à un moment des équipements culturels, c'est qu'il y a des grands déséquilibres entre l'Est et l'Ouest en termes d'équipements culturels, etc. Et donc des recommandations ou des discussions sur... voilà. Ici, alors j'ai ramené le mémoire de Pauline, là, s'il y en a qui veulent le voir. Elle proposait des équipements du côté de Molenbeek qui contrebalanceraient presque le Mont des Arts. Pour provoquer la question, mais est-ce qu'à un moment on peut poser des questions comme ça. Donc il y avait effectivement l'opportunité de faire émerger des déséquilibres et du coup des recommandations pour les équilibrer. Et l'autre, c'est favoriser des mobilités. Alors c'est vrai que, vous vous souvenez peut-être, c'était une étude qui avait été faite sur les mobilités des adolescents à Bruxelles. Ça date déjà il y a une dizaine d'années. Et tu parlais de donner accès n'est pas suffisant et qui montrait l'usage du métro, je crois, essentiellement par les adolescents à Bruxelles. Ils avaient pris plutôt des adolescents de l'Est et de l'Ouest. Et alors que le ticket de métro est le même, le réseau de métro est le même, on voyait bien que le réseau n'était pas du tout utilisé de la même façon par les adolescents de l'Est qui globalement utilisaient tout le réseau et l'autre qui n'en utilisait qu'une moitié, pour un peu caricaturer. Et donc il y a cette idée qu'effectivement rendre accessible, rendre des mobilités possibles n'est pas suffisant pour que ce soit réellement mobile. Il y a une dimension aussi sociale. On ne va pas à un lieu si on n'y a pas un moment, une raison d'être, si on n'a pas une forme d'ancrage ou une forme de fait qu'on se sent à sa place quand on y va. Et donc, il nous semble, je dirais, c'était un des motifs sur lequel on voulait travailler, ajouter à la question de la magistrale piétonne qui, a priori, s'entend en termes de mobilité un peu au sens strict. Je vais mettre X minutes confortables pour aller d'un point A à un point B. Ajouter une dimension sociale et cette dimension je dirais, de tous les espaces peut-être un peu inattendus, mais qui peuvent donner des raisons d'être à des groupes qui peut-être ne se sentent pas a priori à l'aise dans certains quartiers, etc. Et avec éventuellement des recommandations qui seraient dire dans les espaces qui existent aujourd'hui, il n'y a peut-être pas encore assez de lieux à destination de tout le monde et peut-être il y a des programmes à développer dans certains quartiers ou dans certains équipements, dans certains bâtiments publics pour encore augmenter la diversité de publics cibles. Donc, en disant qu'il y a quand même un moment nécessité peut-être de planifier des lieux d'ancrage. Ça paraît un peu peut-être étrange comme stratégie, mais à un moment,
dans mon éducation d'architecte, d'espace public, on a plutôt eu tendance à dire, et c'était un peu le cas du piétonnier, quoi. On fait un grand espace lisse, surtout le plus neutre possible, comme ça, entre guillemets, en théorie, c'est accessible à tout le monde, vu que c'est un peu non spécifié. La réalité qu'on observe est que plutôt, ce sont les groupes les plus dominants qui dominent. Et pour que d'autres groupes continuent d'être présents, il faut des choses qui leur donnent un ancrage ou qui leur donnent une raison d'être. Alors souvent, ça se produit un peu naturellement, parce que la ville n'est pas si lisse, et donc les choses se font comme ça. Mais est-ce qu'à un moment, dans une politique d'aménagement de la ville, c'est des choses qui peuvent se planifier? Est-ce que ça peut se programmer? Voilà, je ne trouve pas que c'est... Voilà, c'est un peu, tu disais, est-ce que c'est un outil prospectif? Oui, dans ce sens-là, on espère que ce site est un outil prospectif et que dans tous ces espaces qui sont là, dont certains sont sous-utilisés, il y a peut-être des opportunités de programmes à développer aussi pour que la mobilité physique, on va dire, soit soutenue par des programmes qui font qu'elle est aussi socialement activée, quoi, et pas seulement pas une théorie du mouvement abstraite. Revenir sur le choix des galeries. Et aussi juste que pour moi c'est aussi une question de protéger, enfin c'est pas juste de planifier, de créer plus d'espace, mais de protéger la diversité d'espaces qui existent et de lui donner un support plutôt que de tout rendre lisse comme le piétonnier. Mais sinon, par rapport aux galeries, donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de se concentrer sur les galeries? C'est parce qu'à la base, en fait, on a décidé d'aborder le Steenweg pas comme juste une chaussée, mais comme à travers un peu cette vision Nolly, c'est un espace avec beaucoup de relief, avec des parkings souterrains, avec toute une continuité qui se trace, mais une continuité qui se trace pas seulement à ciel ouvert, mais qui se trace de toutes sortes de manières différentes. Et en faisant attention à ce relief, on voulait faire particulièrement attention aux espaces qui étaient interstitiels et perméables, parce que, avec ce cadre théorique de morphologie qui amène l'inclusion, on était intéressé par ces espaces qui avaient une tension entre ouverture et fermeture, et qu'est-ce que ça pouvait amener comme dynamique d'inclusion. Et du coup, là-dedans, on a décidé parce que c'était une petite recherche exploratoire, on ne pouvait pas commencer à étudier tous les types d'espaces, et donc on a décidé de se concentrer sur les galeries qui nous semblaient être un bon point de commencement, vu qu'elles sont vraiment par définition ni ouvertes ni fermées, et qu'elles amènent un relief intéressant au Steenweg. En termes de méthodologie, donc Gabriel a commencé par se balader partout, à faire toute une série de notes à un moment, notamment sur les parkings. Tu avais commencé à observer aussi la vie inattendue des parkings et toute une série de choses qui s'observent parfois là en dessous, qui ne sont pas que du parking, qui étaient aussi riches. Mais bon, voilà, à un moment, effectivement, il y a eu des choix. Et puis on dit, en fait, les 3 galeries, elles sont assez chouettes parce qu'elles sont très... à la fois, c'est comparable parce que c'est des galeries, mais à la fois, les types de pratiques qu'on peut y observer sont vraiment diamétralement différents. Et du coup, ça nous donnait simplement un échantillon d'observation qui était à l'échelle du budget qu'on avait, qui n'était pas infini. Voilà. De même qu'on avait 35 000 signes dans l'article. On avait aussi un temps de travail. Je note bien la critique limité, 2 fois mentionnée. Voilà, mais merci beaucoup pour vos réponses. Je vais vous proposer de s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais remercier évidemment nos quatre invités d'avoir partagé avec nous leurs connaissances et également pour ces quelques échanges fructueux que nous venons d'avoir. Merci évidemment à la salle pour votre intérêt. Pour cette séance et pour les Midis de l'IRIB de manière plus générale. Et donc n'oubliez pas que la séance, comme les précédentes, sera disponible en réécoute ou pour la partager avec qui vous voulez sur la chaîne YouTube des Midis de l'IRIB, de l'IRIB, et que l'article, comme vous le savez, est aussi disponible en libre accès sur le site de la revue. Et puis par ailleurs, pour les prochaines séances, le site internet de l'IRIB vous donnera aussi toutes les informations, notamment quant aux
à la prochaine séance du lundi 7 mars, donc là on est tout bientôt, qui portera sur les enjeux du télétravail en région de Bruxelles-Capitale. Toutes les informations pratiques sont donc sur le site de l'IRIB, ainsi que les dates ultérieures. Il y a déjà encore des séances qui sont prévues d'ici la fin de l'année. Et j'en profite ici donc pour remercier Margot Hardy, qui est l'instigatrice, en tout cas l'organisatrice de tous ces midis, de la programmation à la matérialisation. Donc merci Margot. Et puis je profite d'avoir la parole pour la garder quelques secondes de plus, pour vous inviter à participer à la journée d'études que notre revue organisera le 17 mars dans cette même salle. Donc c'est un après-midi d'études que nous consacrerons aux enjeux de la diffusion des savoirs dans des revues dites locales et de leur reconnaissance, comme bien sûr Brussels Studies l'est. Et donc à l'entrée de la salle, je pense que Margot a diffusé une série de petits autocollants qui possède un QR code, donc c'est très moderne. J'avoue qu'il faut avoir un smartphone. Mais donc pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à prendre ces autocollants et à aller regarder le programme qui sera actualisé de manière régulière, ou sinon à chercher les informations, notamment via la newsletter de la revue Brussels Studies. J'imagine que vous y êtes toutes et toutes inscrits, et donc vous recevrez toutes les informations sur cet événement, et puis sur 2 autres événements organisés avec la Brussels Studies Institute et la Brussels Academy, qui porteront eux plutôt sur des questions de participation citoyenne ou de nouveaux lieux, de nouvelles agoras pour faire produire et partager les connaissances en ville. Toutes les informations donc circuleront à travers les infolettres de nos 3 institutions. Donc j'imagine que d'une manière ou d'une autre, vous aurez accès. Merci beaucoup et bon après-midi.